Donc, j'imagine c'est là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu performance, fiabilité, comment on va se baser sur l'approche par SLO pour essayer d'améliorer justement la fiabilité de notre plateforme. Donc moi, je suis Aurélien Gravier, je suis consultant en solutions d'observabilité. Chez Phenesis, on est un pure player de la performance IT. On travaille notamment sur des sujets réseau, applicatifs, beaucoup avec les solutions d'observabilité. Donc là, c'est juste vous parler un petit peu, faire un petit rétex de certains cas d'usage que j'ai rencontrés chez nos clients. Souvent, j'accompagne nos clients, ça va être soit sur des projets d'implémentation, ça va être sur des missions de conseil pour les aider à prendre la bonne décision face à leur projet d'observabilité, et puis aussi sur toute la phase de run. Il y a des petits décalages, mais qui n'étaient pas prévus. C'est pas grave, ça va aller, je pense. Du coup, une souffrance qu'on voit régulièrement chez nos clients, donc, surtout sur ces phases de mission de conseil, en fait, on rencontre les différentes équipes, on fait des interviews, et puis on essaye de comprendre un petit peu leur souffrance quotidienne. Et on va se retrouver avec différents profils. On a les devs, les ops, on a les personnes du métier, et finalement, ils ont chacun leurs propres enjeux. On a les devs, eux, ils vont avoir besoin d'agilité parce qu'ils doivent sortir des fonctionnalités le plus vite possible. Après, ils passent le bébé finalement aux ops. Eux, ils sont en charge du coup de les mettre en production, s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Et eux, ils ont plutôt un enjeu du coup de stabilité sur les plateformes, donc ils vont avoir tendance à essayer de limiter les risques au maximum. Et finalement, ça déjà, ça va pas trop ensemble parce que on n'a pas les mêmes enjeux. Et puis de l'autre côté, on a plus les personnes du business en fait qui vont eux avoir la voix un petit peu de l'utilisateur final, et puis ils comprennent pas pourquoi les devs et les ops se mettent pas trop d'accord là-dessus. Donc finalement, chacun a ses propres priorités. Et puis, ils sont pas trop alignés. Et finalement, ça va plutôt avoir tendance à ralentir un peu le cycle de vie des applications. Donc pour ça, il y a le SRE est une réponse. Alors c'est bien SRE et pas RSE. J'ai eu le droit sur LinkedIn, on m'a dit tu t'es trompé dans ton talk, t'as mis RSE. Non, c'est bien SRE. Site Reliability Engineering. Donc là, c'est un ensemble de pratiques. Ça existe déjà depuis les années 2000. Ça a été initié par Google. Et du coup, c'est un ensemble de pratiques qui vise à améliorer du coup la performance et la fiabilité des systèmes, mais aussi leur scalabilité. Donc, j'ai trouvé une phrase qui était intéressante, je trouve, pour résumer un peu ça. En fait, le SRE, ça vise du coup à transformer cet environnement qui va être un peu conflictuel, qui était décrit juste avant, pour en faire un cadre collaboratif et qu'on puisse tous s'aligner sur les mêmes enjeux qui sont communs et qui sont finalement des enjeux d'organisation. Donc les principes clés du SRI, donc il y en a beaucoup, on ne va pas tous les aborder, je vais surtout faire un focus sur la partie métrique et monitoring. On va parler SLO, dashboard, un peu d'analytique. Donc un premier élément qui va être important, c'est la notion de SLI. On va faire un petit peu juste du vocabulaire déjà pour commencer. Les SLI qui sont les Service Level Indicators. Donc finalement, c'est quoi? C'est vos métriques clés qu'il va falloir que vous allez vouloir suivre et qui reflètent finalement l'état de santé de votre service. Google, dans sa description en tout cas du SRI qu'il en faisait, c'était en gros il y a 4 signaux qu'il faudrait surveiller sur un service et finalement sur tous les services de votre infrastructure pour s'assurer qu'il est pleinement opérationnel. Donc on va voir qu'on peut nuancer un petit peu cette approche. Et finalement, l'indicateur qu'on va choisir, il va être calculé, c'est un calcul assez simple. On va déterminer des bons événements qu'on souhaite avoir. Par exemple, si on prend, on veut suivre le taux d'erreur, par exemple, sur un service, on va prendre le nombre de bons événements. Donc ça va être par exemple le nombre de requêtes HTTP avec un HTTP response code 200, comme quoi la requête a bien été traitée côté serveur, versus la totalité des requêtes sur notre service. Et on va en faire un pourcentage. Donc voilà, juste ce qu'il faut retenir pour la partie SLI.
La partie SLA, je pense que vous la connaissez tous, Service Level Agreement. Donc là, c'est vraiment un objectif contractuel. Aujourd'hui, vous délivrez, si vous êtes voilà, fournisseur de services, vous délivrez un service à vos clients et vous vous êtes mis d'accord avec lui. Tout le monde a signé en bas de la page pour dire, voilà, je te garantis tel niveau de disponibilité sur ta plateforme. Donc il faut faire attention à ce SLA et qu'on soit bien nos attentes parce que potentiellement on peut être soumis à des pénalités si on est en dessous de ce SLA. Donc ce SLA, souvent on va le calculer en fonction de la robustesse de l'infrastructure qu'on a mis derrière. Si on a de la redondance, beaucoup de services pour porter la chose, on va pouvoir augmenter ce SLA. Par contre, si on est sur des infrastructures mono-serveurs, on va essayer d'avoir quelque chose de pas trop haut. À ceci s'ajoute la notion de SLO. Donc le SLO, finalement, c'est un objectif de fiabilité qu'on va se donner par rapport à un de nos services. Donc si on reprend par exemple l'exemple du taux d'erreur, aujourd'hui, si on demande par exemple à des équipes métiers, mais détermine un objectif à atteindre qui représente la qualité du service que tu veux délivrer. Bon. Il y en a beaucoup, ils vont commencer par dire, nous c'est 100%. Alors on avait un intervenant tout à l'heure qui nous disait on était presque à 100% de fiabilité sur notre plateforme. Alors, en tout cas c'est une idée pour moi qui est plutôt fausse de se dire on va essayer d'atteindre du 100% de fiabilité. Pourquoi? Parce que derrière, il y a vraiment une réalité terrain. C'est que si on veut atteindre ce genre de choses, il va falloir avoir des infrastructures qui vont être coûteuses, il va falloir penser tout un tas de mécanismes, etc. Et ça relève presque de l'utopie, sauf vraiment dans certains cas où c'est vital, notre service doit tourner 100% du temps, mais dans ce cas-là, on aura l'infrastructure qui va bien. Donc tout l'enjeu autour de ces SLO qu'on va se fixer, c'est de trouver un SLO qui va être mutuellement acceptable pour l'ensemble des équipes. Donc qu'on soit à mi-chemin entre quelque chose de fiable, mais aussi quelque chose qui nous permet de faire de l'innovation rapide sur notre application, et surtout quelque chose qui soit au-dessus de notre SLA, parce que ça c'est notre contrat. Mais on va se placer un petit peu au-dessus, parce qu'on veut apporter, déjà on veut se donner une petite sécurité par rapport à ce SLA, et puis en plus on a envie de délivrer quelque chose de mieux pour notre application. Le fait de fixer du coup un SLO nous amène aussi la notion d'erreur budget. L'erreur budget finalement c'est quoi? C'est votre taux de droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous avez déterminé un SLO de 99%, c'est que vous vous autorisez, si on prend... admettons que vous regardez votre objectif, on va dire sur un mois, parce que vous avez une livraison applicative tous les mois. On va se fixer cet objectif de 99%. Donc ça veut dire qu'on va avoir 1% de droit à l'erreur. Droit à l'erreur, ça va inclure donc les incidents qui ne sont pas prévus, ça va inclure tous les petits signaux faibles qui vont grappiller vos objectifs au fur et à mesure du mois. Et puis aussi tout ce qui va être maintenance de vos services, mise à jour de vos services, et puis vos livraisons applicatives. Donc si on convertit le 1%, ça représente à peu près 432 minutes sur 30 jours. Plus on va avancer sur la période, on est par exemple à la moitié du mois, finalement notre SLO, notre erreur budget, on va l'avoir consommée à hauteur de 0,5%, il nous reste encore 0,5%, c'est-à-dire qu'on a encore 216 minutes de droit à l'erreur sur ce mois-ci. Les jours avancent et finalement, durant la fin du mois, on se retrouve avec un incident majeur qui va impacter fortement du coup nos objectifs et on va se retrouver en dessous du coup de nos objectifs et finalement on a consommé la totalité de notre erreur budget. Un dernier élément important dans cette approche, ça va être la notion de burn rate. Le burn rate finalement ça va être une vitesse et c'est la vitesse à laquelle on va consommer du coup nos objectifs. Donc si on prend par exemple le burn rate
avec une valeur de 1, ça veut dire qu'entre le début du mois et la fin du mois, vous arriverez à votre objectif. C'est-à-dire que vous avez consommé votre objectif de manière uniforme et la vitesse de consommation était de 1. Si cette vitesse passe à 2, ça veut dire qu'à la moitié du mois, déjà, vous aurez consommé votre objectif, etc. Et ça, c'est important, parce que si on regarde un petit peu nos indicateurs sur toute cette phase d'observation de 30 jours, donc on a notre burn rate qui est représenté là en pointillé et l'objectif qui est notre SLO. Voilà, donc on a notre service. Finalement, toute la première partie, les premiers jours, là, sur les 10-12 premiers jours, on va être sur un objectif qui est régulièrement consommé par des petits signaux faibles qui viennent. Alors ça peut être voilà, quelques erreurs qui arrivent sur mon service de temps en temps, des erreurs 500, des erreurs de redirection, mais qui finalement, s'il n'y avait que ça comme événement, j'arriverais à la fin du mois avec mon objectif qui est atteint. Sauf qu'en milieu de mois, j'ai un incident qui apparaît et qui a un fort impact sur mes objectifs. Là, on va dire qu'on est dans une période de fast burn rate, c'est-à-dire que la vitesse, en tout cas, de notre burn rate a été très importante et on est dans un cas critique. Il nous faut beaucoup de proactivité sur ce genre d'incident. Ça ne nous empêche pas que l'incident a duré quelques jours et on se retrouve au bout du 25e jour en dessous de nos objectifs. C'est pas de bol, on fera mieux la prochaine fois. Donc ça, c'était pour les petites notions. Maintenant, pourquoi est-ce que j'associe aussi l'observabilité à cette démarche? Pour moi, c'est un petit peu le combo gagnant. L'approche SLO plus l'observabilité. La première chose, déjà, c'est qu'on va simplifier la vie, notamment dans la collecte des indicateurs. On va avoir tout ce que va nous apporter l'observabilité. Donc, s'appuyer sur les métriques, les traces, les logs, ça vous le connaissez. On va pouvoir s'appuyer éventuellement sur ce que nous conseille de faire Google. Mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui va être important et qui est apporté par l'observabilité, c'est la vision de l'expérience utilisateur. Parce que finalement, là, on cherche à apporter de la fiabilité à nos utilisateurs et de la résilience à notre application. On va essayer de se placer au plus près de l'utilisateur pour ça. Et ça, l'observabilité va nous aider. Si je reviens l'année prochaine, je pense que je rajouterai une brique pour parler aussi business process. Aujourd'hui, c'est un petit peu les enjeux des solutions d'observabilité. C'est pas seulement voir ce qui se passe sur notre application web critique, mais vraiment tout notre process métier. Donc on peut partir par exemple de l'ERP, ensuite on va passer par l'application e-commerce, et puis derrière on aura un Salesforce par exemple, et tout ça fera partie de notre business process. Et ça, c'est vraiment les challenges de demain qu'on pourra adresser et qu'on commence à adresser avec cette approche SLO aussi. Deuxième chose qui va nous simplifier la mise en œuvre de cette approche, grâce à l'observabilité, c'est que, Maximilien en parlait tout à l'heure, on a du contexte avec les solutions d'observabilité. Donc on est capable de dire, telle application, elle fait appel à tel service front de mon data center, c'est un Apache qui discute avec un Node.js, qui discute avec la base de données. Donc ça, c'est une vue plutôt transverse, et on va avoir aussi une vue un petit peu verticale. On sait, par exemple, sur quoi tourne notre Apache et notre JS comme infrastructure. À la différence de ce que demandait Google, ou enfin recommandait en tout cas, c'est chaque service là qu'on voit ici, on va l'instrumenter avec les 4 golden signals qu'on connaît. Et on va essayer de faire plus simple avec l'observabilité. On va positionner un SLO sur le point d'entrée de votre data center, parce que comme on a le contexte, on sait que si des fois on a une anomalie qui est détectée du côté de notre database, on sait que notre service front en amont sera impacté aussi. Donc on se place au plus près des utilisateurs. On va encore aller plus loin, c'est que comme on a la possibilité de voir ce qui se passe côté expérience utilisateur, on va carrément positionner un SLO sur l'expérience de vos utilisateurs sur votre application. Voilà, donc là, à minima, on va instrumenter, on va suivre notre fiabilité de cette manière-là. Dernière chose, on va avoir beaucoup de fonctionnalités out of the box, des SLO préconfigurés. Finalement,
les golden signals qu'on parlait tout à l'heure, finalement, on va juste dire je veux suivre la latence et voilà le service que je veux suivre. Voilà, votre SLO, il est en place. Derrière, on va avoir des dashboards qui sont préconfigurés, qui s'alimentent avec les SLO que vous avez paramétrés. Les notions de burn rate, alerte, le fait de détecter une vitesse anormale de la consommation de votre objectif va faire partie intégrante de la solution. Et puis, on va avoir des rapports automatiques. Donc tout ça, en fait que la mise en place de cette démarche, elle est vraiment simplifiée par les solutions d'observabilité. Et finalement, l'enjeu, il est plutôt organisationnel que technique. Et donc finalement, la démarche, elle doit être soutenue par la direction dans un objectif de transformation de l'entreprise. Quelles sont les valeurs? Donc ça, c'est quand on est consultant, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. On veut faire des choses. Est-ce que ça a réellement de la valeur pour nos utilisateurs? C'est ce qu'on essaye de faire au maximum en tout cas. La première valeur qu'on va avoir, c'est on va avoir connaissance de l'expérience de nos utilisateurs et on va s'aligner avec celle-ci. Donc ça, c'est un premier point positif. On a des objectifs clairs qui sont partagés à l'ensemble des équipes. Maintenant, déjà, les devs, les ops et les business savent c'est quoi leurs objectifs communs, leurs objectifs d'organisation. Ensuite, on va renforcer l'efficacité, la fiabilité des services qu'on supervise. Et enfin, on va lancer un petit peu la culture basée sur la donnée. Donc là, c'est vraiment pour l'aide à la décision. On parle beaucoup d'approche data-driven. C'est ça. On a de la donnée, on la fait parler, et on va s'appuyer vraiment sur cette donnée pour prendre des décisions. Bon, c'est beaucoup de théorie, tout ça. Je vais juste vous présenter un cas client donc, qui a été implémenté, que j'ai implémenté chez un client il y a à peu près 6 mois. C'est un client qui est dans le domaine de l'habillement et qui a plusieurs magasins, plusieurs centaines de magasins en France. Et en fait, donc, je les ai accompagnés sur leur projet d'implémentation d'observabilité. Et puis, une fois que c'était en production, ils m'ont dit oui, mais en fait, on a des petites plaintes, nous, côté magasin. Ils se plaignent de lenteur sur l'application. Donc, il faut savoir que c'est l'application qui se trouve dans les caisses des magasins ou sur les tablettes des vendeurs pour s'assurer des stocks de marchandises, pour aussi gérer le click and collect et puis la partie fidélité des clients. Donc c'est hyper important, si elle n'est pas disponible, en gros, ils peuvent limite pas vendre en magasin. Donc ce qu'on a fait avec eux, c'est construire cette météo. Donc sur la gauche, vous avez tous les indicateurs. On a positionné que quelques SLO que vous retrouvez sur le côté. Donc il y en a un sur l'expérience utilisateur. Et puis les autres, c'est des API qui sont vraiment mandatory pour que l'application fonctionne. Derrière, on a des équipes DevOps qui gèrent chacune de ces API. Et finalement, on va suivre l'état de santé de ces différents services dans le temps. On a semaine -4, -3, -2, -1. Et ça a pu mettre déjà en évidence des axes de travail. Donc on a pu identifier que l'expérience utilisateur aujourd'hui est problématique, effectivement. Les plaintes utilisateurs sont justifiées. Et puis qu'on avait aussi un service qui souffrait, on va dire plutôt de fiabilité dans le temps, des anomalies qui vont arriver de temps en temps. Un autre challenge, c'était de pouvoir aussi suivre des indicateurs, notamment autour des satellites. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Finalement, c'est tous les services tiers que consomme cette fameuse application qui ne sont pas forcément gérés par notre client, mais sur lesquels il s'appuie pour que ça fonctionne. Donc voilà, ce tableau de bord, en tout cas, on l'a mis en œuvre. On a mis un suivi mensuel et il y a un plan d'action qui est lancé chaque mois sur ce qui se passe. Donc, bon, ils arrivent à piloter déjà de manière proactive des incidents et à corriger les choses au fur et à mesure que les incidents arrivent. Et puis, ils peuvent surtout travailler sur le fond. Et j'ai fait un petit extract quand même pour l'exercice, donc 6 mois après. Donc, c'était la semaine dernière. Et j'étais vraiment satisfait de voir que tout était ouvert. Donc, ça a vraiment porté ses fruits. Le client est content. Maintenant, il va généraliser la démarche. Là, on s'était focalisé sur une seule application, la plus importante. Maintenant, ça va être la généralisation à l'ensemble des applications du client. Et puis, on a pu corriger du coup ces indicateurs sur l'expérience utilisateur, moins de plaintes magasin,
Maintenant, elles sont rapidement identifiées et souvent plutôt des problématiques de réseau interne au magasin. Et puis des API qui sont beaucoup plus saines. Donc ça, c'était pour le premier cas client. C'est celui où en tout cas j'ai le plus de recul à l'heure d'aujourd'hui. Il y a d'autres challenges qui ont été mis en place chez d'autres clients avec d'autres solutions aussi. Là, c'est plus un client qui se plaignait. Donc, je travaille avec lui sur son projet d'observabilité. Et du coup, voilà, régulièrement, on se fait des points. Et je lui dis, est-ce que tu as avancé sur ça et ça? Non, je ne peux pas avancer. J'ai trop d'incidents en ce moment. J'ai mes DevOps qui n'arrêtent pas de livrer des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, bah, je m'en sors pas. Et du coup, je lui ai proposé qu'on mette en place du coup cette approche DevOps et qu'on responsabilise. C'est un autre cas d'usage, on va dire, responsabiliser les équipes DevOps au suivi de leur SLO par microservices. Donc on a créé des microservices tout simples, deux SLO par microservice, taux d'erreur et puis latence. Et du coup, ils peuvent suivre tous leurs indicateurs dans des dashboards. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de choses chiffrées à vous montrer. Peut-être une prochaine fois, je pourrais, mais en tout cas, la démarche est lancée et je pense que ça va prendre. Enfin, on a des cas d'usage. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que on est situé en tout cas entre les éditeurs et les clients. Les éditeurs, ils nous parlaient déjà de SLO, etc. Il y a presque 2 ans. Oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que les clients ne sont pas encore matures. Nous, il n'y a que depuis cette année où on touche vraiment du doigt ces sujets et où on peut les implémenter. Donc ça, c'est le genre de choses vers lequel je voudrais aller, mais mes clients ne sont pas encore trop matures. Ça va coïncider avec ce que tu disais, Olivier, ce matin. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la partie run, ce qu'on appelle le shift right. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller sur la partie shift left, donc être au plus près du développement des produits, finalement, pour intégrer déjà cette démarche de fiabilité, de performance au plus tôt. Et derrière tout ça, il y a vraiment un avantage aussi pour l'organisation, c'est que ça va coûter moins cher, effectivement, à gérer des problématiques de performance, de résilience dès dès le dev. Derrière tout ça, on peut aussi imaginer de l'automatisation avec des développeurs qui poussent des versions applicatives. On positionne nos SLO, par exemple, sur les environnements de qualification. On lance un lot de test automatique. On va s'assurer que les SLO sont atteints. S'ils ne sont pas atteints, automatiquement, on va faire un rollback de version. On peut même créer un ticket Jira. Et si des fois on atteint nos SLO, on va pousser directement en prod. Donc on limite les actions aussi manuelles. Donc ça, c'est vraiment ce que on souhaitera atteindre, en tout cas pour le moment. Voilà, pour terminer, donc juste quelques conseils pour vous aussi vous lancer sur cette approche SLO avec l'observabilité. Donc recommandation numéro 1, je crois que c'est Maximilien qui parlait de ça aussi. Trouver le bon sponsor, c'est avant tout une démarche projet. Donc apporter au niveau de la direction, ce qui est important, c'est de trouver le bon sponsor à la direction qui va pouvoir vous aider à porter ce sujet-là. Appuyez-vous sur l'observabilité, ça va vous simplifier grandement la tâche, la mise en œuvre, et surtout, vous allez avoir une approche user-centrique, très proche des utilisateurs. La troisième chose, qui va piano va sano, commencez par quelques SLO sur quelques microservices ou quelques services applicatifs, montrez la valeur, et après, vous pourrez déployer en masse sur l'ensemble de votre organisation. Ne pas oublier de rester sur des objectifs qui vont être raisonnables, quelque chose d'acceptable entre toutes les équipes. Et puis aussi basé sur des mesures historiques. Appuyez-vous sur l'observabilité aussi pour voir comment votre service fonctionne, parce que c'est très compliqué de dire tiens, sur tel service, je vais mettre un objectif de 95%, sans pour autant analyser l'histoire en fait de votre service. Enfin, s'intégrer dans les processus, donc déjà s'intégrer dans le process de gestion des incidents, avec le fameux burn rate incident, et puis après faire des revues mensuelles et s'appuyer sur des dashboards, des reports, et surtout communiquer sur ces indicateurs. Il faut vraiment réussir à lancer une adoption et embarquer tout le monde dans cette approche. Comme on a ces revues mensuelles, on va pouvoir faire une boucle de feedback derrière.
c'est-à-dire qu'on va travailler sur un plan d'action pour travailler sur nos incidents majeurs qu'on a pu rencontrer sur la période passée, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir pour demain. Le traitement des signaux faibles, on voit que notre objectif il est quand même grignoté au fur et à mesure. Voilà, c'est peut-être juste une livraison qui a eu lieu, qui fait qu'il y a une ressource qui n'est pas disponible. Ça, c'est des petites choses sur lesquelles qu'on va pouvoir optimiser pour améliorer nos objectifs et enfin faire évoluer vos SLO. On se donne un premier objectif à 95%. Ça fait 3, 4, 5, 6 mois qu'on atteint nos objectifs. Pourquoi ne pas se challenger un petit peu? On va mettre un 96%, etc. Pour arriver au maximum de l'excellence et préparer du coup les transformations de demain. La partie shiftless, l'automatisation et les remédiations automatiques. Voilà pour moi. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup.